Bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs en direct sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. C'est le numéro 35 de 60 minutes pour comprendre. Tous les soirs, vous le savez, nous essayons de vous donner des clés pour décrypter l'actualité nationale ou internationale. Et nous le faisons, comme d'habitude, en compagnie d'observateurs, d'experts, d'acteurs nationaux et internationaux. Les réseaux sociaux, vous le savez, utilisez-les. La page Facebook de Médien TV, le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vos réactions, vos questions, nous n'hésiterons pas à les utiliser pour alimenter notre discussion ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Sophie Bava. Vous êtes socio-anthropologue, chercheuse à l'IRD. L'IRD, c'est l'Institut des recherches pour les développements qui se situe à Marseille, mais qui a des antennes à travers le monde. Et vous êtes détachée à l'Université internationale de Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Abdallah Cherif Ouazzani, vous êtes président de la Fondation Moulay Idriss d'études théologiques et historiques. Vous êtes également enseignant, chercheur, spécialiste de la pensée islamique et des sciences de l'éducation. Merci d'être avec nous. Merci. Et enfin, Mehdi Aliwa, docteur en sociologie et enseignant-chercheur à l'Université internationale de Rabat. Bonsoir. 800. Bonsoir. 800, c'est le nombre d'apprentis imams, dont 127 femmes, à avoir rejoint les bancs de l'Institut Mohammed VI de formation des imams inauguré en mars dernier à Rabat. Parmi eux, des Marocains, des Maliens, des Ivoiriens, des Tunisiens ou encore des Français. Autant de pays soucieux de faire rayonner dans leur pays un islam modéré, avec des guillemets. On expliquera pourquoi, je vous dirai, avec des guillemets. Pourquoi notre islam marocain s'exporte si bien? Quel est-il? Quels enjeux locaux et internationaux? Quelle place spirituelle du Maroc dans le monde musulman? Promotion d'un islam modéré, le Maroc en exemple, c'est le titre de l'émission de ce soir. Un islam de juste milieu, une distinction pour le Maroc. Le royaume a choisi de prôner un islam modéré, tolérant et ouvert. Objectif, contrer les menaces intégristes en provenance de quelques zones de l'Afrique subsaharienne, mais aussi refléter l'image réelle des musulmans du monde. Après les attentats qui ont touché plusieurs pays européens ces dernières années, le Maroc s'est positionné comme leader dans la lutte contre l'extrémisme. Le royaume a ainsi gagné la confiance de la France. En juin dernier, le franco-marocain Anouar Kbibesh a pris la tête du Conseil français du culte musulman. Il succède à l'Algérien Dalil Boubker. Ce natif de Meknès est également président du Rassemblement des musulmans de France. Lors de la visite du président français François Hollande à Tanger en septembre dernier, le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius et le ministre marocain des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Tawfiq ont signé un accord important. Un accord bilatéral qui porte sur la formation des imams. Le Maroc s'engage à former une cinquantaine d'imams français par an. Lors de la première tournée du roi Mohammed VI en Afrique subsaharienne en 2013, le Maroc et le Mali ont signé un accord portant sur la formation de 500 imams maliens sur plusieurs années. La coopération dans le domaine religieux s'est consolidée pendant la deuxième et la troisième tournée royale. Elle concerne plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, à l'exemple du Sénégal, là où la mosquée Hassan II de Dakar a été construite en 1964, sans oublier la formation des imams sénégalais à Rabat. Le modèle marocain dans le champ religieux est de plus en plus recommandé à travers le monde. En septembre 2015, la France a réitéré sa détermination à approfondir sa coopération avec le Maroc dans la lutte contre la radicalisation. À Prague, les participants au forum sur la sécurité intérieure européenne tenu le 2 et 5 septembre dernier ont également salué l'expérience marocaine. Bien, alors, nous allons essayer, sans crispation, hein, je ne vous cache pas, chaque fois qu'on essaie de parler de ce sujet, on a beaucoup de gens qui réagissent en nous disant fais attention. Bon, je vais vous faire réagir là-dessus parce que c'est intéressant de voir de quelle manière on peut, dans notre Maroc que l'on connaît, parler sereinement de la religion aujourd'hui, de notre religion musulmane. J'ai mis des guillemets tout à l'heure à islam modéré, parce que je pense que les termes sont importants. Beaucoup disent que si on parle d'islam modéré, c'est si on enlevait modéré, ça voudrait dire que l'islam ne le serait pas par définition. Quel regard vous avez par rapport à l'utilisation de ce terme, islam modéré? Sophie Bava. Alors pour moi, je ne suis pas spécialiste seulement des questions de l'islam, mais plutôt des questions africaines et des dynamiques religieuses. Quand apparaît ce terme, ça me fait penser à une nouvelle catégorie, comme si c'était une nouvelle doctrine, finalement, un islam modéré qui serait effectivement une nouvelle voie dans laquelle s'engager. Mais la manière dont il se pose au Maroc, je dirais, c'est peut-être aussi sur cette position, on va dire, d'un islam qui serait plus un islam de paix. On parle de juste milieu. Voilà, ou de juste milieu. Et peut-être je l'entendrai plus comme ça.
que modéré. Si Ouazani, votre vision du terme, parce que c'est vrai que oui, de toute façon, moi, la perception qu'il donne. De toute façon, je n'accepterai pas ce terme-là. Par contre, je dirais islam vrai, islam authentique, islam spirituel, islam imprégné de cette éthique, de cette moralité, qui était quand même le troisième pilier de la construction de la religion. Vous savez, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est assez lent, mais je vais juste le résumer. Quand l'archange Gabriel est venu dans la mosquée de Médine et il est rentré, il s'est assis devant les compagnons, il a commencé à lui poser des questions. Première question, il lui a dit qu'est-ce que c'est que l'islam? Alors il a bien sûr parlé des 5 piliers de l'islam. Puis il lui a dit qu'est-ce que c'est que la foi? Alors il a répondu sur les 6 piliers de la foi. Et à la fin il lui a dit qu'est-ce que c'est que l'ihsan? Il lui a dit c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le vois. Mais si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est-à-dire le fait de sentir la présence divine avec vous à chaque moment. Et la sentir, c'est d'être respectueux. Le message, quand la question a été posée au prophète sur l'islam, il a dit « J'ai été envoyé pour parfaire la bonne moralité des gens ». Donc, à quoi bon aller directement vers les jugements, vers les sanctions, alors que c'est d'abord la moralité, c'est d'abord l'éthique, c'est d'abord le bon comportement, c'est ce qu'on appelle le comportement exemplaire. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Alors quand on parle d'un islam au Maroc, modéré, moi je parle d'un islam spirituel, d'un islam authentique, d'un islam qui reprend les vraies sources de la religion telles qu'elles étaient décrites par le prophète, qui est pour nous le vrai modèle, parce que c'est comme ça que le Coran l'a décrit. Vous avez eu en le prophète le parfait modèle à suivre. Eh bien regardons ce parfait modèle, comment il est, sa moralité, sa douceur, sa sympathie, sa modération, son altruisme. Et c'est ça les vraies valeurs aujourd'hui dont on parle au Maroc. Et c'est les valeurs sur lesquelles on a été éduqué au Maroc. Et c'est ça dont a besoin le monde aujourd'hui. Quand il voit les atrocités qui se passent à travers le monde au nom de l'islam, ils ont peur de cet islam-là, qu'ils ne reconnaissent pas. Donc c'est pas ça l'islam. Moi, je ne parlerai pas d'islam modéré, mais je parlerai d'islam authentique, spirituel et éthique. C'est aujourd'hui ce que le Maroc essaye de prôner, en tout cas, à travers ce qu'on a vu dans le reportage, vous l'avez vu. C'est pas le Maroc qui prône, mais c'est les autres qui recherchent. Chez les Marocains, on répond à un besoin. Le Maroc a été toujours comme ça. Parce que si vous me laissez quelques minutes, je vous expliquerai pourquoi. Parce que c'est l'origine. Le Maroc s'attache à 3 piliers importants. D'abord, au niveau du credo, à la aqida. Il a le credo de l'imam al-Ash'ari. C'est quelqu'un qui a compris la vraie notion, l'essence même de ce credo, et il l'a expliqué et il l'a simplifié pour le rapprocher aux gens. Par opposition au credo qui était ramené par les kharijites, al-Khawarij, et qui prenaient la violence, qui prenaient le fait de tuer tous ceux qui sont différents d'eux. Il prend la deuxième chose, c'est l'école de l'imam Malik, donc l'école malikite au niveau de la jurisprudence, au niveau de l'fiqh. C'est une école qui est imprégnée par le juste milieu, par la modération, par le fait de s'adapter aux différents terrains, aux différents temps, bien sûr parce que le temps évolue. Et l'imam Malik était le plus proche de l'école prophétique, parce que c'est le seul qui a vécu à Médine. Il est né à Médine, il a étudié à Médine, il a enseigné à Médine, et il est mort à Médine. Et donc il a hérité de ça. Et le troisième pilier, si vous permettez, c'est le soufisme, parce que c'est les sciences du comportement, c'est la science de l'éducation, et donc de cette moralité dont on a aujourd'hui besoin, qu'on peut appeler les valeurs universelles, les valeurs humaines, mais c'est des valeurs qui ont été véhiculées par le prophète. Pourquoi fait-on appel, pourquoi fait-on confiance au Maroc à ce moment-là, lorsqu'on voit les accords qui ont été signés entre Laurent Fabius et Ahmed Souferk sur la formation des imams? On reviendra sur l'Institut de formation des imams, vous en revenez d'ailleurs, vous y étiez aujourd'hui, on reviendra sur justement ce qui est enseigné, la manière avec laquelle c'est enseigné. C'est pas nouveau ce rayonnement du Maroc, ce rayonnement de l'islam du Maroc? Je pense à Qarawiyyin, à l'université de Qarawiyyin. Est-ce que c'est pas nouveau finalement? Ce n'est pas nouveau. Il y a plusieurs types de partenaires. Il y a des partenaires qui sont issus de régions avec lesquelles le Maroc a un lien très fort, tellement fort que pour beaucoup d'habitants ou de musulmans pratiquants de ces régions-là, le Maroc est le pays de la baraka. Le chef de l'État, Sa Majesté le Roi, porte la baraka même, c'est le chef du rite malékite. Donc du coup, il y a des gens qui se sentent appartenir d'une manière très forte
à cette région du monde. Et si vous saviez le nombre de Maliens qui se sont battus pour pouvoir venir au Maroc faire cette formation, c'est quelque chose, pour eux, c'était une bénédiction. Donc ça fait plaisir. Ensuite, il y a les partenaires européens, ou on va dire occidentaux, qui en fait se cherchent. Pour répondre à votre question initiale sur le fait pourquoi on dit islam modéré, en fait, c'est pas du tout au Maroc qu'on parle islam modéré, ou sinon quand on le fait, on reprend les termes du débat que nous impose la France et les Européens en général, parce que c'est eux qui ont un problème avec l'islam, ce n'est pas nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème au sein du monde islamique. Mais cette perception qui est transmise, elle est importante. C'est pour ça que j'ai bien mis les... On a utilisé ça dans le titre, on l'a fait sciemment, on y a réfléchi, mais j'ai bien mis les guillemets, parce que c'est vrai qu'on peut penser que si on enlève modéré, on se dit « Ah, l'islam ne l'est pas ». Exactement. Moi, je sens langue de bois. Moi, je pense qu'il y a des graves problèmes au sein des pays musulmans, au sein même de l'islam. Il y a des choses à régler, mais nous les réglons et nous avançons de plusieurs manières. Et je pense que le Maroc est un des pays qui avance le mieux là-dessus, et donc du coup, il est logique que nos partenaires, nos alliés européens nous regardent avec plus ou moins de sympathie et envie de collaborer avec nous. Alors, l'Institut de formation des imams, on va en parler tout à l'heure, c'est un point de vue extrêmement visible de la réforme du champ religieux, mais encore une fois, cette réforme n'est pas nouvelle. Au lendemain des attentats de 2003, on a eu une vraie réflexion. Sa Majesté a entamé cette réflexion. Alors, en quoi consistait justement la réforme du champ religieux? Parce que qu'on comprenne, aujourd'hui on a 50 000 mosquées au Maroc, de quelle manière la religion était enseignée, ou si elle n'est pas enseignée, en tout cas disséminée, expliquée au sein des mosquées? Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience depuis 2003 de l'invasion, ou je dirais de l'infiltration d'une idéologie qui est, je dirais, très loin de ce qu'on a connu, sur quoi on a été éduqué, et qui prône la violence, qui prône le mépris, qui prône l'excommunication des autres. Avant 2003, il y avait la bonne foi. Le champ religieux était libre. Les gens pouvaient prendre l'initiative, les gens pouvaient nommer leurs imams, leurs prédicateurs. Il y avait une grande souplesse parce qu'il y avait cette bonne foi, parce que les gens avaient confiance en les autres. Mais depuis 2003, on s'est rendu compte que les choses ne peuvent pas se passer comme ça et qu'il y a un changement radical qui s'opère dans le champ religieux et dans la société marocaine. C'est ce qu'aujourd'hui voit la France. Si aujourd'hui la France fait appel au Maroc, c'est parce qu'elle est consciente que, d'abord, l'islam fait partie intégrante de la société française et donc du champ politique français. Deuxièmement, que cet islam qui est pratiqué, la manière, je ne parle pas de cet islam, la manière dont est pratiqué cet islam en France aujourd'hui est envahi. Il est infiltré par cette idéologie, il faut le dire, c'est l'idéologie wahhabite, qui se base justement sur cette approche très dure. Qui donne lieu au salafisme. Absolument. Après, au 19e Alors, siècle. ils ont peur de ce qui se passe aujourd'hui. Et ils ne savent pas à quel saint se vouer. D'ailleurs, le Maroc est un pays de saints. Alors, ils commencent à se retourner vers les pays qui peuvent justement les aider. En faisant un petit peu le tour des pays arabo-musulmans aujourd'hui, il n'y a que le Maroc qui fait cette apparence. Tous les autres pays, il y a beaucoup de problèmes. Ils n'arrivent même pas à régler leurs problèmes intérieurs. Alors, comment donner un coup de main aux autres? Le Maroc, aujourd'hui, a cette perspective. Il a ce leadership, bien sûr, parce qu'il y a l'histoire, il y a le savoir, il y a les accumulations, il y a l'expérience. Et puis nous, depuis 2003, on a déjà pris conscience de ce danger et on a commencé à nous prémunir et à prendre des actions préventives qui nous ont permis, heureusement, de prévenir énormément de troubles et de problèmes et de restructurer le champ religieux et de mettre des garde-fous un peu partout. D'abord, il faut former. On parlera de la France parce qu'on aura tout à l'heure au téléphone M. Anouar Kbibiche, président du Conseil français du culte musulman. On l'aura tout à l'heure au téléphone. Quelque chose sur l'Afrique aussi, effectivement, c'est cette, je pense, cette garantie de proximité idéologique dont parlent mes collègues aussi chercheurs et dont parlent aussi les étudiants côté Afrique de l'Ouest, qui fait aussi cette attirance aussi du Maroc pour les étudiants qui vont venir à la formation, dans les formations religieuses. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, ça a été aussi d'autres destinations. Ça a été la Karaouine, la Zetouna et El Azhar. Et puis après Médine, et puis après d'autres destinations dans le monde arabe. Et effectivement, il y a aussi cette peur, vue du côté des États africains, de voir revenir un islam qui ne correspond pas et qui peut aussi engendrer les mêmes problèmes que ce que vous avez décrit sur le Maroc. Donc c'est cette confiance aussi. Aux aspirations des pays africains. On le répète encore une fois, le 90% des musulmans sont sunnites, nous on a le rythme malékite, et ce qui correspond finalement aux valeurs des autres pays africains nos pays frères. Ce sont les pays africains, de par leur histoire,
c'est des prolongements du Maroc. Parce que nous avons au Maroc la Qarawiyyin, qui est la plus ancienne université au monde et qui a rayonné et qui a délivré le savoir, la connaissance et la science pendant des siècles seule. Tous les grands savants africains et même moyen-orientaux ont été formés au Maroc à ce moment-là, à Fès. Et donc il y a cet héritage. Deuxièmement, il y a le soufisme. Tout le soufisme aujourd'hui... Excusez-moi de vous interrompre, ce rayonnement de l'université Qarawiyyin existe toujours. Bon, il y a Qarawiyyin, il y a l'université Al-Azhar en Égypte. Aujourd'hui, ce rayonnement est toujours perçu de la même manière. Il est limité, par contre, symboliquement, il existe toujours. Et ce qui est à l'œuvre, c'est justement de le remettre de manière effective. Et je pense que nous allons y arriver parce que la charge symbolique est très forte. Et puis je pense que réellement, ces universités sont restées des universités prestigieuses quand même dans l'imaginaire des musulmans africains. Et ça fait partie presque de leur rite initiatique dans toutes les familles maraboutiques, dans toutes les familles de chair, dans toutes les élites. On va dire une circulation qui a commencé au XIXe siècle entre les élites qui venaient se former et qui s'est étendue à partir des années 60 à une population étudiante beaucoup plus vaste. Et c'est aussi en majeure partie les effectifs de ces universités sont originaires d'Afrique subsaharienne, que ce soit Al-Azhar, la Qarawiyyin ou la Zitouna. C'est vrai que c'est aujourd'hui des formations qui ont pu aussi perdurer grâce à des étudiants africains et puis aussi un petit peu asiatiques et du reste du monde. Alors, j'aimerais revenir sur la réforme qui a été mise en place aujourd'hui. Comment elle se concrétise concrètement sur le terrain et dans les mosquées? Alors, il y a différents niveaux au niveau de la réforme. D'abord, toutes les mosquées aujourd'hui sont sous la coupole du ministère, donc des affaires islamiques. Et on ne peut plus aujourd'hui faire confiance à la bonne foi parce qu'on a eu des exemples qui nous prouvent que cette bonne foi n'est pas valable toujours. Alors autant couper. Deuxièmement, tous ceux aujourd'hui qui doivent présider, c'est-à-dire soit au niveau du prêche du vendredi ou bien au niveau des chairs de l'Ouad ou l'Irshad ou bien même diriger les prières, parce que les imams qui dirigent les prières ont aussi un rôle dominant et prépondérant sur les gens qui viennent à la mosquée. Alors c'est des gens aujourd'hui, soit qui sont anciens, donc déjà connus et validés, ou bien tous ceux aujourd'hui qui arrivent sur la scène sont formés par l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams. Et donc quand ils passent dans cet institut, c'est comme s'ils passent dans un sas. Alors ils doivent être formés sur les piliers de la religion selon le rite marocain. Et je reviens surtout au credo, à l'aqida. C'est là où le bas blesse. Ce n'est pas au niveau de l'école du fiqh, ce n'est pas le malikisme qui fait la différence, mais c'est le credo. Parce que parler du credo, c'est faire sortir les gens de la religion. Alors que le fiqh, c'est juste le péché. Alors, le credo ash'arite, le fiqh malikite et le soufisme, avec bien sûr toutes les sciences qui vont avec. Alors là, on est en amont. Ok, agir en amont, c'est déjà un premier pas. Après, a posteriori, sur le terrain, comment on contrôle? Ça, c'est l'amour. Et puis, il y a l'aval. L'aval, bien sûr, c'est le contrôle des mosquées aujourd'hui. Le contrôle du contenu des prêches. Aujourd'hui, on ne peut pas tolérer des messages de haine. On ne peut pas accepter des messages d'excommunication. On ne peut pas appeler des messages de violence ou qui appellent à la violence ou qui appellent au soi-disant djihad, qui est une fausse, aujourd'hui, définition du djihad, telle qu'elle est conçue par ces courants-là. Le fait d'envoyer des jeunes aujourd'hui en Irak, en Syrie, pour se faire tuer sous, soi-disant, le djihad, mais c'est grave. Aujourd'hui, l'État a son rôle et doit accentuer son rôle de contrôle et surtout de limiter l'effet de ces gens-là. Alors, juste les faits, justement. Là, on a parlé des mosquées. Je tenais vraiment à vous faire qu'on comprenne comment ça fonctionne au niveau des mosquées, mais il n'y a pas seulement les mosquées. Après, le lien se fait avec la société. Exactement. C'est pour ça que c'est un peu compliqué et c'est pour ça qu'il faut que l'État ait à la fois un message de paix, d'apaisement, mais aussi de fermeté, mais pour maintenir l'ordre public. Mais de toute façon, la société ne fonctionne pas simplement dans une dichotomie ou une interaction binaire État-société. Il y a des dynamiques complexes, il y a des interpénétrations, comme ça a été dit, parce qu'il y a les médias sociaux et tout ensemble de choses. Et surtout, ce sont les pratiques qui ont beaucoup changé. On pratique beaucoup plus, par exemple, la prière qu'auparavant. Auparavant, moi, quand j'étais enfant, c'était essentiellement mon grand-père, les grands-parents qui allaient prier pendant le travail, parce que les gens travaillaient.
Là, on voit les gens sortir du travail, aller prier. Donc, ça a été montré par beaucoup de sociologues, on a vraiment une pratique beaucoup plus forte de la religiosité d'une certaine manière, et surtout, on le montre. Là où c'était pas la peine de le montrer, c'était tellement évident que nous sommes musulmans. Les gens n'arrêtent pas de le répéter. Nous sommes un pays musulman, mais on a l'impression qu'ils le répètent tellement qu'ils ont besoin de le prouver. Donc, en fait, pourquoi pour le sociologue que je suis, c'est parce qu'en fait, dans les mœurs et dans les pratiques sociales au sein des familles, dans la sphère privée, les choses ont tellement changé par rapport au rapport au père, le rapport, la question de la place des femmes, la question du nombre d'enfants, etc., que les Marocains sont en train aussi de changer et de se dire, mais est-ce que nous ne sommes pas en train, au fond de nous occidentaliser d'une certaine manière. Et donc, on a besoin de rappeler que nous sommes musulmans et peut-être de le rappeler parce que ça nous fait peur, ce changement-là. C'est pour ça que le message que dit monsieur le professeur est extrêmement important, parce que ce message-là, c'est pas simplement qu'un message de fermeté, comme vous avez dit au niveau des mosquées, mais c'est aussi une formation où les gens auront des réponses, et qui ne seront pas que des réponses religieuses, qui seront aussi des réponses en adéquation avec les évolutions de la société marocaine. Le fait qu'on enseigne dans cette université mohammedienne, qu'on enseigne aux imams la sociologie, qu'on enseigne l'anthropologie, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, et c'est ça la tradition qui a toujours été celle du Maroc, c'est-à-dire Qarawiyyin, etc. Oui. Juste pour ajouter sur la place aussi, j'allais dire, du Maroc presque géographique, en se disant aussi que c'est vraiment un espace de circulation. Alors là, c'est pour ramener aussi sur l'immigration et sur les rencontres religieuses aussi qui se passent dans ce pays-là. Et je pense que depuis une vingtaine d'années, le Maroc a aussi connu d'abord des phases d'émigration, mais maintenant des phases d'immigration. Et donc une rencontre aussi avec des populations qui ne sont pas seulement des élites qui sont venues se former au Maroc dans les universités prestigieuses, mais qui sont aussi des migrants et des gens et des étudiants aussi, qui ont eu envie à un moment donné dans leur parcours de reprendre peut-être de la théologie et de reprendre des formations. Et c'est aussi des rencontres religieuses différentes aussi qui placent le Maroc un petit peu à l'intersection aussi entre la culture occidentale et le reste de l'Afrique. Donc avec un mélange de faits au niveau musulman, des diverses confréries qu'on va retrouver au Maroc. Donc vous avez parlé de l'islam soufi, mais après plusieurs confréries sont quand même présentes. En dehors de la Tidjaniya, il y a aussi la Mouridiya, il y a d'autres confréries qui arrivent avec les migrations africaines. Et pareil au niveau du christianisme, où on va retrouver un redynamisme, une redynamisation chrétienne au Maroc. Et je pense aujourd'hui que le Maroc, dans cette place aussi, se pose des questions pour avancer avec ces différentes populations en présence. Alors, on a parlé de diplomatie religieuse. C'est vrai, ce concept de diplomatie religieuse, aujourd'hui, le Maroc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on a parlé de position géographique, on a parlé de notre histoire. Aujourd'hui, le Maroc, on a parlé de rayonnement, de Qarawiyyin. La diplomatie religieuse, finalement, ça va consister en quoi? Est-ce que ce qu'on a vu là aujourd'hui, ces signatures de conventions, des Maliens qui viennent chez nous, beaucoup de demandes, c'est ça la diplomatie religieuse? Ou alors il va falloir aller rencontrer ailleurs, sortir du Maroc? D'abord, il y a une légitimité sur laquelle on base cette diplomatie. Cette légitimité, pour moi, à mon sens, elle se base sur 4 piliers. D'abord, la commanderie des croyants. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, le statut de Amir al-Mouminin, de Sa Majesté. Et ça, c'est très important. Et c'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui. Je parle de l'Afrique par tous les pays africains. J'ai eu l'occasion de partir sur des pays africains. Je rentre dans des maisons. Je rentre dans des zaouïas, je rentre dans des lieux où je trouve le portrait de Sa Majesté Mohamed VI accroché, et pas celui du président ou du chef d'État. J'ai entendu moi-même Abdoulaye Wade, quand il était président du Sénégal, en recevant Sa Majesté Mohamed VI à l'aéroport, il lui dit « Majesté, tous les Sénégalais sont heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que vous êtes leur émir, moi je ne suis que leur président ». C'est une légitimité. Donc ça, c'est la commanderie des croyants. La deuxième chose, c'est la descendance du prophète. Le Maroc, depuis l'histoire, est connu parce qu'il a reçu énormément de descendants du prophète et qui sont extrêmement respectés, honorés, jouissant d'un égard de la part de tous les musulmans. Parce que ça, c'est quelque chose qui est connu. Et c'était même la demande du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est d'ailleurs émise dans le Coran. Je ne vous demande aucune rétribution sur ce que j'ai fait, juste de l'égard à ma descendance. Et c'est quelque chose qui a été retenu par les musulmans. L'égard. Alors, le Maroc est un pays chérifien. Et Sa Majesté, et donc l'émir, est aussi descendant. Et il jouit justement de cette position. Ça, c'est le deuxième pilier
de cette légitimité. Alors, je vous laisserai troisième et quatrième parce qu'on a Anouar Kibébeche, vous nous le direz tout à l'heure. Très bien. Anouar Kibébeche, président du Conseil français du culte musulman, est avec nous au téléphone. Monsieur Kibébeche, bonjour. Bonsoir plutôt. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir dans 60 minutes pour comprendre. Je rappelle que nous sommes en direct. Alors, nous l'avons rappelé dans cette émission, l'accord de formation des imams s'est concrétisé en septembre dernier entre Laurent Fabius et Ahmed Sofer, notre ministre des Habous et des Affaires islamiques, lors de la visite du président François Hollande. Quels sont les termes de cet accord ? Effectivement, je faisais partie de la délégation présidentielle qui a accompagné le président de la République, François Hollande, et j'ai assisté effectivement à la signature de cet accord historique. Cet accord historique, effectivement, il porte sur la formation d'imams français. On parle d'une cinquantaine d'imams qui seraient délégués chaque année de la France. Ils suivront la formation sur le plan théologique parce que, comme vous savez, la formation des imams comporte deux volets. Un volet qui est la formation théologique, et c'est ce qui sera suivi par les imams français à l'Institut Mohammed VI à Rabat. Et puis il y a la formation, ce qu'on appelle la formation profane, donc c'est la connaissance de la laïcité, de la connaissance des institutions françaises, de l'histoire des religions. Et cette formation complémentaire, elle sera suivie par ces imams à leur retour en France dans ce qu'on appelle les diplômes universitaires. C'est une formation qui s'étale sur 9 à 12 mois et qui est assurée par une douzaine d'universités aujourd'hui en France. Alors, vous avez succédé à la tête du CFCM à Dalil Boubaker. Quelle est aujourd'hui la place du Maroc dans la composition et l'orientation de l'islam français ? Est-ce que le fait que vous soyez à la tête du CFCM aujourd'hui est un signal ? Je pense que globalement, déjà, historiquement, les musulmans d'origine marocaine sont effectivement majoritaires dans l'ensemble des mosquées de France. Historiquement, les premières générations d'immigrés se sont beaucoup intéressés, qui sont d'origine marocaine, se sont beaucoup intéressés à la construction de mosquées. Et naturellement, aujourd'hui, il y a une grande partie des mosquées en France qui sont dirigées par des responsables qui sont d'origine marocaine. Et donc, quand il y a eu la constitution du Conseil français du culte musulman au niveau national et des conseils régionaux du culte musulman au niveau régional, très naturellement, les musulmans d'origine marocaine se sont retrouvés majoritaires systématiquement à toutes les élections depuis 2003. Aujourd'hui, nous avons mis en place un système de présidence tournante au sein du Conseil français du culte musulman sur un mandat de 6 ans pour essayer d'apaiser un peu les relations entre les différentes composantes de l'islam de France et les différentes tendances et origines. Et c'est dans ce cadre que j'ai effectivement accédé à la présidence du CFCM au 1er juillet. Mais il faut dire que l'islam marocain, entre guillemets, où les valeurs dont sont imprégnés les musulmans d'origine marocaine jouissent d'une grande transparence, d'une grande confiance de la part de l'ensemble de la société française. Et je pense que cet accord qui a été signé le 19 septembre consacre justement cette référence et cette exemplarité du modèle marocain qui a acquis une solide expérience. Vous avez parlé tout à l'heure avec vos invités de la réforme du champ religieux qui a été mise en place par Sa Majesté le roi Mohammed VI depuis 2003. Donc je dirais que le Royaume du Maroc a une certaine avance sur la question. Il est devenu une référence et un modèle pour beaucoup de pays européens, dont notamment la France. Alors, vu le contexte français, vous avez parlé de la société française, on sent une espèce de crispation autour de l'islam, et c'est rien de le dire, en ce moment. Quel rôle peut jouer le Maroc pour apaiser ? Est-ce que vous pensez que des mesures comme celle-ci, de coopération, la formation des imams qui vont être envoyés par la suite en France, est-ce que vous pensez que ça peut suffire à apaiser ces crispations, ces tensions autour de l'islam en France ? C'est vrai que le contexte est très difficile à la fois sur le plan national et sur le plan international. Bien sûr sur le plan international avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient et notamment en Irak et en Syrie. Et ceci, toutes les exactions qui sont malheureusement commises parfois au nom de la religion ternissent l'image de l'islam et des musulmans auprès de la société française. Mais au niveau national, comme vous le savez, il y a eu les attentats tragiques du mois de janvier dernier.
et ceci a contribué justement et a accentué cette crispation de la société française et cette dégradation de l'image de l'islam et des musulmans auprès de la société française. Ceci étant dit, les musulmans de France et le Conseil français du culte musulman en particulier ont une grande responsabilité de pédagogie. Ils doivent aller vers leurs différents concitoyens de toute confession et de toute origine pour leur expliquer les vraies valeurs de l'islam et pour se démarquer clairement et définitivement des exactions qui sont malheureusement parfois commises au nom de leur religion. Et le modèle marocain et la manière dont Sa Majesté le roi Mohamed VI a mené justement cette expérience, cette gestion et cette réforme du champ religieux a permis de rassurer un certain nombre de pays européens, dans la France, sur la gestion du fait religieux. Pardon, et la Belgique également s'intéresse effectivement à la question et ceci donne une certaine aura, une certaine référence du modèle marocain pour un certain nombre de musulmans en Europe et plus particulièrement en France. Donc je pense que le signal et le modèle marocain est là pour apaiser justement ces tensions et beaucoup de Français aujourd'hui se réfèrent et font confiance à l'islam qui est porté et qui est prôné par un certain nombre de citoyens français qui sont musulmans et qui sont également d'origine marocaine, tout à fait. Merci beaucoup Anouar Kouibes, je rappelle que vous êtes président du Conseil français du culte musulman. Merci d'avoir été avec nous en direct dans 60 minutes pour comprendre. On marque une petite pause et je vous ferai réagir aux propos de M. Kouibes. Du Conseil français du culte musulman, j'aimerais juste vous faire réagir par rapport à ces propos, justement la volonté, la nécessité d'apaisement dans une société française où nos Marocains résidant à l'étranger sont en nombre, et ils nous regardent et on les salue. C'est un bon signe, les paroles de Sik Bebesh? Absolument, c'est un très bon signe, parce que les musulmans de France, dans la grande majorité, sont des gens sages, sont des gens apaisés, sont des gens respectueux de leur environnement, des valeurs de la République dans laquelle ils vivent. Je ne parle pas de quelques cas extrémistes qui malheureusement nuisent à l'image de ces musulmans et qui leur font beaucoup plus de tort d'ailleurs qu'ils ne le font aux autres. Mais la quasi-majorité des musulmans vivent très bien intégrés. Bien sûr, il faut les accompagner, il faut les sensibiliser, il faut les former et bien sûr former les imams à l'environnement, aux conditions de la République. Alors on va y revenir, justement. Comment on met la charnière entre l'enseignement et les sociétés dans lesquelles ils vont être disséminés, implantés, que ce soit le Maroc, que ce soit le Mali, que ce soit la France, que ce soit la Belgique, etc. Peut-être que vous voulez réagir sur le... Oui, je voulais réagir un petit peu par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu paradoxal par moment de se dire, quand on est musulman en France et qu'on est une deuxième ou troisième génération, de revenir se former au Maroc. Il faut quand même de venir se former au Maroc, on va dire pas revenir, puisqu'on n'est même pas né au Maroc. Donc je pense que quand même cette question elle doit se poser, et je ne suis pas persuadée que la France doit se poser. Que les imams français doivent se poser, à savoir pourquoi effectivement ils ne peuvent pas suivre complètement leur formation aussi sur le territoire français. Et bien sûr c'est important, les relations, les échanges. Je pense que les professeurs doivent circuler, les formations doivent être faites entre plusieurs pays. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus une ascendance trop forte de certains pays aussi sur l'islam en France. Alors ça, c'est mon point de vue aussi personnel. Mais je pense réellement que les échanges sont intéressants. La question est posée. Voilà. Je voulais revenir juste sur la diplomatie religieuse. Ensuite, on verra un sujet de Manal Ardari pour parler de l'Institut de formation des imams. Deux choses, juste avant la diplomatie religieuse, mais c'est lié, vous allez voir. En France, le problème de soi-disant l'islam modéré ou l'islam fanatique ou l'islamisme, ça ne date pas des attentats contre Charlie Hebdo, ça ne date même pas des attentats de 1995 dans les RER. C'est une vieille histoire, et une histoire coloniale et post-coloniale. Donc ce que subissent nos compatriotes ou leurs descendants en France, c'est une histoire, j'ai envie de dire, pratiquement franco-française aujourd'hui, mais qui est aussi une histoire de la France et de ses anciennes colonies, notamment à majorité musulmane. Donc c'est vrai que les choses se recomposent, mais l'enjeu pour le Maroc n'est pas du tout le même enjeu pour la France, même si nous avons affaire aussi à des mouvements extrémistes et à du terrorisme.
Pour autant, si on a affaire à la même menace, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Et je pense que c'est important de les séparer parce que ce n'est pas les mêmes contextes. Pour revenir sur la diplomatie religieuse, moi je suis assez étonné. Vous le savez, je suis assez spécialiste des questions de migration, de mondialisation et de transnationalisme. Le Maroc a eu d'abord une diplomatie liée à la migration. Le Maroc a joué cette carte et la joue très bien au niveau international parce que le fait que nous ayons autant de compatriotes qui vivent et disséminés dans beaucoup de pays, d'ailleurs le Maroc est un des pays qui a le plus de compatriotes à l'étranger dans autant de pays rapportés au nombre d'habitants, c'est-à-dire sur le territoire national, fait que le Maroc quelque part peut avoir une influence, même si on a vu qu'avec la Suède, on n'a pas réussi à faire jouer nos relations avec les Marocains vivant en Suède suffisamment tôt pour prévenir certains problèmes, mais le Maroc utilise cela. On corrige, on le corrige très bien, et il vaut mieux le corriger que de ne rien faire, mais du coup ça a commencé avec la question des migrants. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi besoin, ces migrants, un besoin religieux, un besoin de satisfaire des crises existentielles qu'ils peuvent vivre, ou tout simplement de gérer leur culte de manière simple, etc. Et du coup, le Maroc a aussi une action vis-à-vis de ça depuis longtemps. Donc d'une certaine manière, on a une expertise qui est maintenant reconnue. Et je pense que, parce que vous disiez comment on met ensemble, je pense que l'expertise marocaine, c'est d'avoir su jouer de la question de la circulation. Alors le terme qu'on utilise beaucoup, c'est la confluence. Maroc, terre de confluence, terre d'échange. Mais le Maroc sait jouer de la circulation, il sait jouer avec des compatriotes un peu partout. Il sait jouer avec ça, il le fait très bien et j'espère qu'il continuera à le faire encore mieux. Peut-être grâce à des compatriotes qui sont intégrés. Quoi qu'on en dise. Obligatoirement. On avait eu cette explication. Moi, je voudrais réagir à mes deux amis. Alors, oui, rapidement, parce qu'après j'ai un truc qui est intéressant et après on parlera d'institut de formation des imams. Pour dire qu'aujourd'hui, si le Maroc essaie de faire valoir cette diplomatie spirituelle, c'est parce que nous avons un problème aujourd'hui, surtout sur notre dossier de notre intégrité territoriale. Aujourd'hui, surtout en Afrique, on est attaqué de toutes parts. Et c'est tout à fait légitime pour nous, Marocains, de faire valoir cette diplomatie spirituelle, de faire valoir ce leadership, de faire valoir ce référentiel qui est très positif pour nous, pour ramener à notre cause et pour notre cause un certain nombre d'amis, de pays frères qui historiquement ont des relations très privilégiées avec le Maroc et aujourd'hui on a besoin d'eux. Pour madame, je voudrais juste la rassurer parce qu'elle a parlé de la formation des imams et il ne faut pas que certains pays aient un ascendant sur l'islam en France. Rassurez-vous, on ne forme que 50 imams par an. Alors qu'en France aujourd'hui il y a un peu plus de 3000 mosquées, c'est-à-dire 3000 imams plus ceux qui agissent avec eux. Si on forme 50, ce n'est pas avec 50 qu'on va avoir l'ascendant. Mais le geste du Maroc, c'est un geste de générosité. En Europe, le geste du Maroc, c'est un geste de générosité et de réponse favorable à un pays ami qui est la France, qui a aujourd'hui besoin d'une expertise qui est reconnue pour le Maroc et on l'a fait valoir. Mais la formation des imams ne se limitera pas à 50. C'est un chantier qui est énorme, gigantesque. Il va falloir former les 3000 et former les 5 autres millions pour justement qu'ils soient d'excellents ambassadeurs de l'islam intégrés. Il faudra des franchises. Bien sûr. Il faudra des franchises locales. Alors justement, j'ai un tweet qui est intéressant. Il pose la question de manière très claire. Sommes-nous assez crédibles pour véhiculer l'image d'un islam modéré, je mets encore les guillemets, alors que notre société devient clairement de plus en plus conservatrice? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça va, j'imagine dans le même sens, mais je ne suis pas très légitime pour répondre. Je vais laisser mes collègues. Moi, je pense que justement, la symbolique, elle ne se joue pas là. Mais j'ai essayé de soulever la question en parlant des pratiques et des déclarations. Les gens déclarent des valeurs qui, des fois, ne sont pas exactement les mêmes que leurs pratiques. Ils peuvent avoir des valeurs déclarées qui peuvent paraître très conservatrices. Parfois, dans les faits, ils le sont. Mais des fois, en réalité, dans ce qu'ils font au quotidien, ils ne le sont pas. C'est ce que les artistes marocains et un groupe célèbre de rock marocain appellent Bled Schizophrène, Bled Schizo. Cette ambivalence permanente, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Moi, je pense qu'au contraire, c'est ça ce qui nous rend crédibles, parce que nous ne nous cachons pas derrière simplement des textes sacrés. Nous essayons aussi d'avancer et de continuer à les réinterpréter. Et c'est peut-être ça le vrai djihad, c'est de continuer à le faire, à les réinterpréter. Et il faut continuer. Par contre, il faut un discours de vérité. Il ne faut pas que nous disions que nous n'avons aucun problème. Chaque fois, nous démantelons des cellules. Enfin, le ministère de l'Intérieur fait un travail gigantesque. Et on démantèle des cellules pratiquement chaque semaine, chaque mois. Et ce sont des Marocains. Certes, il y a aussi des influences étrangères, il y a de l'argent de l'étranger, mais ce sont des Marocains. Donc nous avons des problèmes. Et dans l'islam, il y a un problème. Mais si on se dit la vérité, si on avance avec fermeté et en même temps un discours de paix, je pense qu'on peut y arriver. Moi, je pense qu'il y a une erreur quand même dans l'interprétation.
conservateur ne veut pas dire fanatico-extrémiste. Je pense que le Maroc aujourd'hui a une avancée. Là, je comprends l'intervention de ce téléspectateur. C'est en gros la perception qui va être celle des pays amis et qui vont se dire voilà, il y a une société qui peut-être devient un peu conservatrice. Le PJD renvoie cette image. Est-ce que voilà, ça altère la légitimité? Je dirais clairement. Conservateur ne veut pas dire fanatico-extrémiste, ne veut pas dire basculer dans la violence ou dans la tuerie ou dans le sanguinaire. Aujourd'hui, le Maroc a décidé de jouer la carte de la démocratie, de la liberté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut tant qu'il ne déborde pas sur la liberté des autres, tant qu'il n'adopte pas une approche fanatique, violente, extrémiste. Il faut respecter. Et d'ailleurs, au Maroc, on peut circuler, on voit des gens avec un foulard comme on voit des gens avec des jupes courtes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut tant qu'il ne dérange pas l'autre. Bien sûr, l'État est là pour veiller à ce que ça ne bascule pas, à ce que ça ne s'extrémise pas, à ce que ça ne s'aggrave pas. Il y a des garde-fous, mais entre ces garde-fous, il y a quand même de la liberté qu'il faut respecter. Cette fameuse schizophrénie reprise par Oba Spirit, on peut reprendre le groupe, hein, c'est un formidable groupe alors. Qui est très connu. C'est pas justement ce qui prouve ce qu'on appelle nous schizophrénie, c'est pas justement cette manière de composer entre nos valeurs religieuses et puis des valeurs plus C'est exactement cela, mais pour moi, enfin moi je suis sociologue, c'est vrai que j'ai pas un message sociologique. Non, mais je veux dire que dans le sens où cette ambivalence-là crée une dynamique, et c'est parce que nous cherchons à donner des réponses à ce que nous vivons que nous avançons. Si on arrête de réfléchir, même si on réfléchit mal des fois, si on arrête de critiquer, même si on critique mal des fois, on ne va pas avancer. Il faut que ça bouge. Et ce bouillonnement, finalement... Mais je voulais juste rajouter une chose, en fait. Je comprends mieux la question. La crédibilité, elle est liée au fait que dans l'islam, il n'y a pas de clergé. Réellement. Et ce qu'est en train de faire le Maroc, d'une certaine manière, c'est qu'il est en train de fonder une sorte de clergé, si ce n'est un clergé, en tout cas des autorités beaucoup plus claires. Et ça donne la crédibilité à l'international. Mais le conservatisme, est-ce que le chef des catholiques, le pape, n'a pas des discours conservateurs? Ça, c'est des questions de valeur. Ça ne le rend pas fanatique et ça ne veut pas dire qu'il ne donne pas des messages de paix. Parce que je suis curieux de savoir votre avis là-dessus. On regarde d'abord le reportage, parce qu'il faut qu'on parle de la formation des imams. Un reportage de Manal Al-Khdari, on en discute juste après. L'Institut Mohamed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidat, un établissement pilote pour consacrer le rayonnement religieux du royaume. Ce projet, inauguré par le souverain le 27 mars 2015, a mobilisé des investissements de 230 millions de dirhams. Il s'étend sur une superficie de 28 687 mètres carrés. Quant à la capacité pédagogique de l'établissement, elle est fixée à 1000 places. L'Institut Mohamed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidat comporte un pavillon d'hébergement de 310 chambres, des amphithéâtres, des salles de cours et d'informatique, des espaces polyvalents, des salles de sport, une mosquée et une bibliothèque. 150 imams mourchides et 100 mourchidettes bénéficient de la formation du nouvel institut. Pour ce qui est du nombre des étudiants étrangers, il est fixé à 447. Ils sont originaires du Mali, de la Tunisie, de la Guinée-Conakry, de la Côte d'Ivoire et de France. Ces étudiants reçoivent une formation suivant un programme défini en coordination avec leur pays d'origine. Les cours sont diversifiés, fondamentaux des sciences théologiques, langues, sciences humaines, l'histoire du pays dont l'imam est originaire et des travaux pratiques en matière d'imama et de prédication. Objectif affiché, développer les prestations des imams, prédicateurs et prédicatrices. Alors, Silwazani, vous en revenez. Vous y étiez cet après-midi, vous avez enseigné 4 heures. Ça tombe très bien, vous allez nous expliquer finalement ce qui est enseigné là-bas et de voir de quelle manière cet enseignement est intégré. On a parlé de charnière avec les sociétés dans lesquelles ces imams seront implantés. Qu'est-ce qui est enseigné aux imams dans cet institut? Alors, bien sûr, comme l'a dit M. Kbibish, l'essence même, ou l'essentiel des matières enseignées ici, c'est de la théologie. C'est les sciences coraniques, les sciences du hadith, le fiqh, usul fiqh, tout ce qui est mais en même temps, on leur enseigne, avant qu'ils ne reviennent en France, de la communication, de la traduction, comment tenir un langage. Il n'y a pas que des imams français. Hein, non, moi je parle, ce que j'enseigne moi, c'est les Français. D'accord, très bien. C'est-à-dire les imams français qui viennent de France. On essaie déjà de les préparer justement à leur mission future, à les sensibiliser aux responsabilités qu'ils auront à accomplir là-bas. Et qu'ils
Imam en France n'est pas comme imam. Imam au Maroc, il dirige la prière. Imam en France, il est imam, il est prédicateur, il est porte-parole des musulmans, il est devant la presse, il est devant la communauté non musulmane. Donc il a une responsabilité très lourde. Donc il doit être bien connaisseur, il doit être psychologue, il doit être très intelligent, il doit s'adapter. Et c'est pour ça que moi je suis très content de recevoir des imams qui viennent de France. Ça c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps et que je disais, ça ne sert à rien d'envoyer un imam du Maroc enseigner en France. Il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas les conditions sociales, politiques, culturelles du pays. Comment il peut orienter, comment il peut accompagner, comment il peut encadrer des jeunes. D'ailleurs, les désastres qu'on voit aujourd'hui avec des jeunes, c'est parce qu'ils étaient très mal encadrés. Aujourd'hui, on reçoit des jeunes qui viennent de France. Ils sont nés en France, dans la République. Ils connaissent les lois de la République, ils connaissent les conditions de la République, ils connaissent la culture du pays. On va les former sur la théologie, on va les former sur la communication, on va les sensibiliser et ils reviennent chez eux, parce qu'ils viennent de France, pour délivrer un message d'un islam tolérant, d'un islam ouvert, d'un islam capable de composer avec une société non musulmane et de s'intégrer pour vivre en paix et en harmonie. La langue, c'est important, la langue. Aujourd'hui, voilà, je vous redonnerai la parole tout à l'heure, mais la langue dans comme véhicule de ce qui est enseigné, de notre rite, là, quand on a des gens venant d'horizons différents, avec une langue, on a la langue du Coran, qu'il faut comprendre, qu'il faut lire, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là sont outillés pour pouvoir comprendre le Coran et recevoir cet enseignement. Ah oui, oui, ils ont passé des examens pour ça, et puis ils étudient l'arabe, le fosha, l'arabe, vraiment, ils l'utilisent bien. D'ailleurs, ils le maîtrisent certainement, même venant du Mali ou du Sénégal, bien mieux que beaucoup de Marocains. On le voit, parfois, le système éducatif dans certaines écoles ou de certaines régions peut être relativement défaillant quant à l'enseignement de la langue arabe. Eux, ils le maîtrisent bien. Alors peut-être qu'ils le maîtrisent moins bien que des gens qui parleraient cet arabe-là, matin, midi et soir, tout le temps, mais justement, ils sont dans un environnement où ils sont sollicités pour le parler. Ce qui est difficile, c'est qu'ils vont devenir des superman. Il faut qu'ils soient très bons dans les médias sociaux, qu'ils parlent au moins une autre langue que l'arabe et une langue internationale, de préférence l'anglais, le français ou l'espagnol, qu'ils comprennent les problématiques de leur village ou de leur quartier s'ils retournent en France. Enfin, ça fait quand même beaucoup de choses. Ça va être des imams superman. C'est intéressant. On est en train de former des élites religieuses d'après vous ? Non. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est des gens qui viennent d'un environnement vers lequel ils vont revenir. Donc, ils connaissent leur environnement. Ils n'ont pas besoin d'être Superman pour le comprendre parce qu'ils y sont nés, ils y ont grandi et ils le connaissent très bien. Nous, on leur donne des outils scientifiques. La langue, ils l'ont parce qu'ils sont nés en France. La quasi-majorité est née en France et ils maîtrisent le français. Ils n'ont pas besoin d'anglais, ils n'ont pas besoin d'espagnol parce qu'ils vont... Ils n'ont pas besoin d'arabe. Aujourd'hui, dans une mosquée, moi je vais très souvent en France, j'ai même fait des prêches du vendredi plusieurs fois. Il y a 2 semaines, j'ai fait le prêche du vendredi à Paris. Je l'ai fait en français. Peut-être j'utilise quelques ayats du Coran en arabe, mais après, je donne le sens. Non, ils n'ont pas besoin d'être super intelligents, mais ils ont juste besoin de comprendre la matière et de l'adapter au contexte. Ils ont le texte, ils doivent comprendre le contexte et faire l'adéquation entre le texte et le contexte. Et moi, je pense qu'ils réussiront très bien leur mission. Il faut juste qu'on les accompagne, il faut qu'on les aide. Il y a des difficultés, comme partout, mais il y a aussi des solutions, comme toujours chez les gens sensés, intelligents et qui sont positifs et objectifs. Alors là, vous nous avez parlé du cas des imams qui vont retourner en France, parlons du cas des imams qui seront chez nous. Comment on fait la charnière avec, je vous repose la même question, avec la société marocaine? C'est-à-dire qu'en gros, il y a les mosquées, mais il n'y a pas que les mosquées. Je veux dire, toute la pensée n'est pas disséminée seulement à travers les mosquées. Mais non, justement. Et même si maintenant au Maroc c'est réglé, n'importe qui peut faire une fatwa. Ça n'aura aucun impact s'il la crie dans sa grotte lointaine. Le problème, c'est qu'avec les médias sociaux, on peut s'en emparer. Et qu'il y a beaucoup, si ce n'est d'ennemis, mais en tout cas de gens qui n'apprécient pas forcément ce que nous sommes et qui vont relayer cette information et ça fait le buzz et on va dire que la tomate n'est pas bonne à manger parce qu'elle serait le symbole des chrétiens. Puis on va dire qu'on peut utiliser tel ou tel ustensile pour faire je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, il y a des gens qui font n'importe quoi tout le temps. Et Internet se fait le relais de ces fatwas. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut être des Superman parce que c'est pas facile. Et on attend beaucoup d'eux. Et si je dis Superman, c'était bien sûr ironique, on attend beaucoup d'eux, alors que la société, elle vit avec ou sans eux.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils soient là et que leur mission est importante, mais la société, elle continue à bouillonner d'une autre manière et il faut être capable d'intervenir à tous les niveaux, que ce soit à l'école, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les rencontres. Il faut des espaces de sociabilité plus importants. Je pense que le fait qu'au Maroc, aujourd'hui, nous ayons un renouveau de la question de la religiosité chrétienne avec les migrants qui réinvestissent les lieux de prière, enfin les temples, les églises, etc., je pense que c'est une chance. Pourquoi? Parce que si on crée des espaces de rencontre, si on crée des espaces de sociabilité entre les différentes pratiques religieuses et entre les différentes religions, on va avancer. Si on ne compte que sur l'imam et la mosquée, Internet et les séries télévisées concurrencent aussi. Justement, Internet, les médias, on va dire, j'utilise ce terme, dans la dissémination du message, est-ce qu'il faut qu'on soit outillé pour lutter contre le radicalisme, hein, finalement, il faut lutter avec les mêmes armes. On en parlait avant l'émission, on en a parlé sur ce plateau, les moyens qui sont utilisés, notamment par l'organisation de l'État islamique, par Daesh, avec les films qui sont faits d'une manière incroyable, de manière très professionnelle. Est-ce qu'on a les moyens de contrer ce genre de choses? Sur la scène religieuse, concrètement, je dirais, c'est pas simple ce sera pas simplement ces gens qui seront formés, mais effectivement, je pense qu'ils peuvent être déjà des bons relais dans les sociétés desquelles ils viennent et dans lesquelles ils arrivent. Et je pense que déjà, ces lieux de formation, c'est déjà des lieux, à un moment donné, sociologiquement, qui sont intéressants. Le fait qu'il y ait des gens qui se rencontrent de différents pays et qui puissent aussi croiser et discuter des différents réseaux sociaux aussi sur lesquels ils peuvent avoir contact. Et peut-être pas tellement de pouvoir, mais à un moment donné aussi, peut-être s'organiser par moment. Et c'est vrai qu'on le voit aussi... On vient de pays différents, mais il y a une forme de communauté de sens qui va faire qu'on est là aussi dans l'apprentissage théologique pour apporter aussi un autre message, qui n'est pas seulement un message aussi spirituel, mais qui est aussi un message, je pense, pour avancer aussi dans la société. Et cette communauté de sens, elle va se faire entre des Maliens, des Sénégalais, des Marocains, des Libyens, des Français. Et en ce sens-là, je pense que c'est important, parce que c'est un moyen, je pense, aussi de construire un autre message, de construire aussi un autre message religieux. Et il faut le construire, ce message religieux, face à cette scène religieuse qui est assez... On en a pris conscience au niveau de l'Institut. Vous avez parlé de communication qui est enseignée. C'est un enseignement intégré, finalement, hein, théologique, qui a fait intégrer pour que les imams puissent être intégrés dans l'environnement. Il y a le fond et la forme. Alors, là, justement, les réseaux sociaux, la communication, Internet, est-ce que c'est central? Est-ce qu'on en a fait un cheval de bataille? Ou... Comment on aborde ce volet de communication? Je voudrais déjà apporter une précision. La chose religieuse n'est pas quelque chose d'exclusif de l'État ou du ministère des Affaires islamiques, mais c'est l'affaire de tout un citoyen. Oui. Si aujourd'hui on considère que nous sommes des citoyens responsables, nous avons des devoirs vis-à-vis de notre société. Si on commence déjà par éduquer, enseigner, immuniser nos propres enfants, nos amis, c'est déjà un bénéfice énorme. Rajoutons à cela la société civile qui est organisée. Moi, je parle du Maroc, on a énormément de structures de la société civile, des associations, des fondations. Moi, je préside une fondation. Je fais partie de beaucoup d'associations et de fondations. Nous sommes très actifs sur le terrain. Nous sommes très actifs dans les universités. Nous sommes très actifs dans les écoles. Nous sommes très actifs dans des associations, dans des institutions où on apporte justement cette parole. Si aujourd'hui, des gens qui veulent détruire contribuent à leur forfait par Internet, nous avons le terrain. Mais c'est la responsabilité de tout un chacun d'agir, de réagir et de contribuer. Il y a énormément aujourd'hui de conférences qui parlent de l'islam, qui parlent justement de ces valeurs de l'islam. Il y a beaucoup de forums, il y a des festivals artistiques, musicaux. La musique adoucit énormément les heures. Aujourd'hui, un jeune, moi, si je l'imprègne de l'art, de la musique, je l'éloigne du fanatisme. Oui, écoutez, nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans un pays où il y a des libertés. Si quelqu'un décide de ne pas toucher à la musique, c'est son affaire. Moi, je respecte son choix. Mais moi, j'apprends à mon fils et à ma fille, je lui apprends de la musique. Je le sensibilise à la musique, je le sensibilise à l'art. Je parle des moyens, on est d'accord avec ce que vous dites. L'État nous aide. Forums, conférences, etc. Je parle vraiment d'Internet qui est l'outil massif, finalement, qui est utilisé. En fait, la fragmentation du champ religieux que le Maroc essaie de recomposer parce que nous avons une autorité légitime qui permet de le faire à travers la commanderie des croyants, mais la fragmentation du champ religieux, elle est liée simplement à la fragmentation des communautés traditionnelles et l'apparition de l'individu sur la scène nationale, mais c'est pas le fait du Maroc, c'est un processus qu'a connu l'Europe il y a très longtemps et que connaît
plus récemment les pays émergents comme le Maroc. Et donc du coup, il y a des gens qui sont finalement seuls vis-à-vis d'Internet. Donc quand vous parlez de civisme, vous avez tout à fait raison, parce que c'est plus une affaire simplement de famille ou de communauté, c'est aussi une affaire de civisme personnel. Parce que nous sommes face à des messages et des messages contradictoires tous les jours. Nous prenons nos voitures et il y a la publicité qui nous donne un message, on écoute la radio, on nous donne un autre message, on va à la télé, on est submergé, des fois même des gens font des burn-out. C'est pour ça qu'on a d'autres concurrents de la spiritualité avec des coachs spiritualité, sans parler des professionnels de santé, de la santé mentale, etc. Et c'est ça les sociétés modernes, elles font accoucher de cela parce que les individus sont de plus en plus isolés. Bien sûr, les familles marocaines, il y a encore un socle bien important qui fonctionne, mais il faut prendre en compte le fait qu'il faut être capable de parler aussi à des individus et pas simplement à des gens qui vont toujours ramener l'idée d'une culture ou d'une tradition marocaine. Je dirais que de toute façon, face à ça, il n'y a que l'éducation. Je pense que sincèrement, il n'y a que l'éducation. Absolument. On n'a pas, c'est la seule voie. Hein. Sur la question religieuse, c'est l'éducation religieuse, mais qui doit passer, évidemment, qui doit s'ouvrir aussi à la sociologie, à l'analyse critique, aux autres, à l'éducation des autres religions, je pense aussi. Et je parle aussi bien pour la France que pour le Maroc aussi. Je pense que c'est la seule arme face à tout ça. Replacer la spiritualité face au dogme. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rééquilibré, hein? Est-ce que c'est aussi une mission d'un institut comme celui-là? Moi, je ne parle pas de placer la spiritualité face au dogme, mais spiritualiser les dogmes. Et c'est ce qu'a fait l'imam Abu Hamid al-Ghazali dans son livre Ihya Ulum-Din, la revivification des sciences de la religion. Il a spiritualisé les dogmes, leur donner justement cette profondeur, cet aspect éthique, cet aspect spirituel. C'est ça ce qu'on veut aujourd'hui. Et c'est ça la religion telle qu'elle a été pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, et telle qu'elle a été reprise par ses compagnons et par ceux qui les ont suivis. Aujourd'hui, il y a un courant qui est strictement politique, il n'a rien de religieux. La religion n'est qu'une façade ou qu'un parapluie pour arriver à des rôles ou à des finalités politiques. Mais la religion doit rester spirituelle comme elle l'a été. Il y a un ami, Éric Geoffroy, qui est à l'université de Strasbourg, qui a écrit un livre magnifique. Il a dit « L'islam sera spirituel ou ne sera pas ». Et tout simplement, il faut se dire que c'est une pensée qui est vivante et qui continue à vivre à travers les gens. Et c'est une pensée, la pensée musulmane, elle évolue, elle change. Vous avez parlé des contextes tout à l'heure. Et c'est aussi savoir écouter les différents contextes. Et je pense que cet institut, justement, de formation, il est intéressant. Si à un moment donné, on écoute aussi cet islam qui arrive d'Afrique de l'Ouest, et je pense qu'il y a des liens tellement historiques qui font qu'il y a une écoute réciproque, c'est un islam qui a aussi beaucoup à apporter aujourd'hui, finalement. On parle souvent des relations entre le Nord et le Sud, et je pense que la manière dont on travaille, effectivement, en regardant ces interactions entre le Sud et le Sud, et de se dire que l'islam aujourd'hui africain, bon, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, puisque c'est un islam qui a évolué dans des contextes différents, mais ça reste une pensée musulmane. Aujourd'hui, apporte parce que les contextes qu'ils ont traversés et les contextes coloniaux qui ont été traversés leur ont permis aussi d'avancer dans un message aussi de paix et dans un contexte qui était assez de pays où il y avait une diversité religieuse aussi, et une diversité pas que religieuse, mais une diversité de croyances, une diversité de communautés, d'ethnies. Donc, je pense qu'on peut aussi beaucoup apprendre des prédicateurs musulmans qui arrivent du Sud. C'est très important parce que... Oui, mais après, je voudrais parler des femmes parce que... Très vite, le le Maroc ne peut pas être dans l'Afrique sans que l'Afrique soit dans le Maroc. Et on ne peut pas simplement avoir une logique top-down. Le Maroc va enseigner. Nous avons aussi beaucoup de choses à apprendre de nos frères africains. C'était juste une parenthèse. Alors, juste une petite précision à l'Afrique, ou l'islam africain, ou l'Afrique de l'Ouest. L'islam est seul. C'est-à-dire, il est le même, il est unique. Parce qu'il y a dans l'islam, il y a le fixe, il y a le variable. C'est comme dans les affaires. Alors, le fixe, il est le même, il ne bouge pas. Mais le variable, c'est ce qui est sujet, justement, à cette interconnexion, interréactivité. Et là, bien sûr, il est toujours possible de l'intégrer dans l'enseignement, il est possible de l'intégrer dans la pratique. Tant que le fixe est respecté, parce qu'on ne peut pas changer les prières, c'est 5 fois par jour, on ne les change pas, même si on est en Afrique ou en Asie, en jeûne, le mois de Ramadan, c'est le même partout. Par contre, tous les autres aspects qui sont variables, ils sont sujets justement à l'interréaction
avec le changement, que ce soit du terrain ou de l'époque ou des individus. La place des femmes dans cette formation, c'est vrai qu'on a 127 Morshadat aujourd'hui. C'est une grande avancée, ça aussi? Absolument. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on a 127, on a des centaines qui sont déjà sorties, qui sont déjà opérationnelles sur le terrain et qui sont excellentes. Et je vous rajoute, il y a aussi des Morshidat qui sont partis en France. Parce qu'on n'a pas encore de Morshidat en France. Et il y a des Morshidat marocaines qui sont partis là-bas et qui opèrent et qui sont très bien accueillis. C'est une expérience qui a donné. La femme a un rôle prépondérant dans la société, dans la cellule familiale, et elle doit jouer son rôle pleinement si on veut vraiment qu'on avance. Il y a un grand savant à qui on a posé la question à propos de la femme. Il a dit « La femme représente la moitié de la société. Et elle fait au monde l'autre moitié, donc c'est un monde entier. » Et ça sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée sur Média TV. La rediffusion à 22h40, comme tous les soirs, si vous nous avez pris en route. À demain.